On m'a brûlé mon premier frère dans le coffre d'une voiture. Et on vient de tuer le deuxième. Vous voulez que j'ai peur de quoi maintenant? Il a 22 ans, d'une fratrie de 6 du Frévalon, dans les quartiers nord de Marseille, père mécanicien, mère femme de ménage. Le 29 décembre 2020, sa vie bascule une première fois, son grand frère Brahim est assassiné dans une affaire de narcotrafic. Un choc, une faille, un engagement. Il crée l'association Conscience, il fait son droit pour devenir avocat, il accompagne les familles, il secoue les élus, il interpelle le président de la République, il se lance en politique. Jeudi 13 novembre 2025, en plein jour, son petit frère Mehdi, 20 ans, est exécuté. 2 frères, 2 deuils. Pour info, Amine Kessassi. Bonjour Amine, merci du fond du cœur d'avoir choisi France Info pour votre première interview, je vous en prie. Installez-vous. Merci beaucoup. Vous êtes en deuil depuis bientôt une semaine pour la deuxième fois. Et pourtant, vous avez choisi de prendre la parole. Pourquoi? En deuil une seconde fois, c'est trop. Et si je prends la parole aujourd'hui, c'est juste pour dire que mon frère est une victime innocente, que mon frère n'a rien fait, que mon frère n'avait rien à voir avec mon combat, avait rien à voir avec ma lutte, que mon frère était un jeune tranquille, un jeune qui s'était engagé en essayant le concours de gardien de la paix, il voulait devenir policier, un jeune qui était mon petit frère de 2 ans, on avait 2 ans d'écart, et, et un jeune qui s'était voué à me soutenir, à soutenir ma cause, mon combat. Il était le premier lorsque je faisais un post à commenter, liker, partager. Sur les réseaux. Il m'envoyait des messages à chaque fois que je faisais quelque chose et des jeunes sont venus, puisque des centaines de personnes étaient présentes hier À l'enterrement, à l'enterrement de mon petit frère. sous très très haute sécurité, vous portiez un gilet pare-balles. Tout à fait. Et mon petit frère, ses amis qui sont venus m'ont témoigné de plusieurs choses et dont une chose qui montre à quel point mon petit frère croyait en moi, croyait en notre combat, c'était de me dire qu'il avait un exposé à préparer dans le cadre de son cursus et qu'il avait choisi de le faire sur le livre que j'ai écrit. Dont on va parler, qui s'appelle Amine Kessessi, Marseille, Essuie tes larmes, un récit, Vivre et mourir en terre de narcotrafic. Un livre que j'ai lu cette nuit, qui est plein de formules absolument magnifiques. On va prendre le temps de parler de lui, de votre autre frère, de votre famille, de votre combat politique. Mais d'abord, j'aimerais revenir sur une question toute simple. Comment vous vous sentez aujourd'hui, là, maintenant? Le premier sentiment que j'ai, c'est la culpabilité. La culpabilité de me dire que mon frère est coupable d'une chose, c'est d'être mon petit frère. Ce qu'on peut reprocher aujourd'hui à Mehdi Kessassi, c'est d'être le frère d'Amine Kessassi et de me dire que mon frère est aujourd'hui dans ce cercueil, à ma place. C'est quelque chose que j'arrive pas à supporter. Et pourtant, vous dites « je ne me tairai pas ». Vous avez donc une tribune au Monde. Vous dites que vous n'avez pas peur, même si vous vivez sous protection policière. On va parler de votre frère, mais comment vous vivez? Peur de quoi? On m'a brûlé mon premier frère dans le coffre d'une voiture. Et on vient de tuer le deuxième. Vous voulez que j'ai peur de quoi maintenant? Vous expliquez, cet été, on vous a demandé, les policiers vous ont dit que pour votre sécurité, ils vous ont demandé de quitter Marseille. Vous pouvez nous raconter? En effet, le 18 août 2025, j'ai été contacté par la police en m'indiquant qu'ils auraient des soupçons, qu'ils auraient des informations qui amèneraient à croire que j'étais menacé. Mon premier réflexe a été de demander à protéger ma maman. J'avoue n'avoir pensé à personne d'autre, simplement à ma mère, en disant protéger ma mère, mais de fait mon petit frère, puisque c'était le dernier, c'était celui qui vivait encore chez ma mère. Et donc si ma mère était protégée, mon petit frère l'aurait été aussi. Et rien de tout ça ne serait arrivé. Vous avez reçu des menaces, vous particulièrement? Quelles menaces vous avez? Jamais. Vous directement, jamais directement? Jamais de menaces, jamais. Et c'est pour ça que quand on parle de crime d'avertissement, c'est pas un crime d'avertissement. Un crime d'avertissement, c'est venir me prévenir, c'est me le dire avant, c'est pas directement de tuer mon petit frère. Donc vous n'avez pas senti monter les menaces, justement? C'est Non. arrivé de nulle part. Non. Est-ce que vous vous sentez encore chez vous à Marseille parce que vous écrivez dans ce très beau livre « J'y vis, je ne partirai pas parce que Frévalon, c'est toute ma vie ». Vous le pensez encore aujourd'hui, ça? Hier, lorsqu'on a enterré mon petit frère, avant ça, il y a eu une prière pour mon petit frère. Et j'ai tenu à ce qu'elle se déroule à Frévalon parce que
Finalement, Frévalon, c'est le point de tout. C'est le point de départ de notre vie, de la courte vie de mon petit frère. C'est le point où j'ai des souvenirs avec lui et Brahim, mon autre frère décédé. Et Frévalon, bien sûr que c'est chez nous. Bien sûr que moi, je rêverais de retourner dans ma cité. Mais aujourd'hui, comment y retourner? Comment retourner avec tout ce dispositif de sécurité? Est-ce que vous êtes devenu le visage qui lutte contre le narcotrafic? Est-ce que c'est pas un petit peu lourd à porter ça aujourd'hui? Mais bien sûr que c'est lourd à porter. Bien sûr que pour un jeune de 22 ans, j'ai pas apporté ça. J'ai pas apporté ce deuil, ce nouveau deuil. J'ai pas apporté encore cette lutte contre le narcotrafic. Et justement, aujourd'hui, si je suis en danger, si je suis menacé, s'il y a des gens qui sont émus, qui sont touchés par cette histoire, des politiques qui se sentent concernés, parlez, portez, faites, marchez. Faites comme nous, dénoncez, allez accompagner les familles de victimes parce que plus on sera à parler, plus on sera à porter cette cause et moins des gens comme moi sont menacés, moins de petits frères comme Mehdi vont être assassinés pour rien. Si on est des milliers à s'exprimer, si on est des centaines à venir marcher ce samedi, puisque ce samedi on va faire une marche blanche pour mon petit frère. Quelles sont les consignes? Qu'est-ce que vous dites aux Marseillais? Ce que je dis aux Marseillais, c'est venez. Venez, aucune récupération politique, c'est ce que je demande, mais venez, venez marcher, ayez le courage de dire qu'on ne se tait pas face à ça, ayez le courage de venir dire que Mehdi est un petit qui est mort pour rien, et ça je veux qu'on le dise. Mehdi est mort, mais il est mort pour rien, il est mort comme quelqu'un qui a été trahi, comme quelqu'un qui sont venus derrière avec une moto, ils ont ouvert le feu sur mon petit frère, pour rien. Jeudi 13 novembre, il était 14h30, votre frère a été tué par deux hommes à moto. Vous étiez où et ça s'est passé comment pour vous? J'étais au travail dans la ville où je me suis installé, puisque j'ai quitté Marseille quelques semaines avant. Et dans la ville où je me suis installé, j'ai dû trouver un nouvel emploi, puisque j'ai quitté Marseille. Cet été. Et donc j'étais au travail, j'étais avec des jeunes dont je m'occupe. Et j'ai dû quitter le travail parce que ma mère m'a appelé en me disant: Amine, ne t'inquiète pas, ne t'effraie pas, mais il s'est peut-être passé quelque chose. Au rond-point en bas de la maison, il y a la voiture de ta grande sœur et des pompiers et des policiers autour. D'accord. J'ai ensuite contacté la police, j'ai contacté la préfète de police à Marseille, qui m'accompagne d'ailleurs depuis le premier jour, et qui m'a confirmé que Mehdi était mort. Est-ce que immédiatement, vous vous sentez visé? Vous vous dites: c'est moi qui suis visé? Qu'est-ce que vous vous dites? Non, je me dis pas ça, je me dis que je suis coupable. Directement. Je suis responsable, mais bien sûr, Mehdi, ils l'ont tué que pour m'atteindre à moi. Mehdi, ils l'ont tué parce que moi, j'étais pas là. Mehdi, ils l'ont tué parce que moi, j'étais sous protection et pas lui. Certains ont pensé, comme vous vous ressemblez un peu, qu'ils avaient pu vous confondre. Vous vous dites ça, vous, ou pas du tout? Bien sûr, c'est ce que je me suis dit et je lui avais dit quelques temps avant. J'ai dit: Mehdi, papa, j'ai dit, fais attention, ne sors pas en bas de chez maman. J'ai dit: Mehdi, ne reste pas en bas de chez maman. Ne reste pas dans la rue, ils vont te confondre avec moi. Il m'a dit: Amine, moi je trouve qu'on se ressemble pas du tout. Il me dit: pourquoi tu veux qu'il me tue à moi? Je dis: Mehdi, on se ressemble, on a la même tête. Il m'a répondu que j'étais plus gros que lui. J'ai dit: je sais papa, je suis plus gros, mais on a la même tête quand même. Il vous a fait une vanne, c'est drôle. Il m'a Ça fait une blague. C'était tendre, j'imagine, à ce moment-là. Vous imaginez un jour qu'on puisse atteindre votre frère pour vous atteindre vous avez essayé de le prévenir. Le procureur de Marseille a indiqué sur France Info que la piste privilégiée, c'était, comme vous le disiez tout à l'heure, un assassinat d'avertissement. Qu'est-ce que vous avez compris de cette phrase quand vous avez perçu ce mot? C'est pas un crime d'avertissement, c'est pas un assassinat d'avertissement. Le sang, il a été versé. Un avertissement, c'est quelque chose pourquoi on pourrait remédier, c'est quelque chose qu'on pourrait vivre comme un avertissement justement et puis en tirer les conséquences. Mais là, c'est pas un avertissement, le sang, il a été versé. Est-ce que vous y voyez la main de la DZ Mafia? Je sais pas qui a fait ça, je sais pas qui est derrière tout ça, je sais pas qui pourrait croire que moi, un jeune de 22 ans, j'aurais la force de nuire à ce point à des deals, à ce point à un système, à ce point à un fléau, à quelque chose qui brasse des milliards chaque année, à quelque chose qui a une véritable milice, des gens armés comme moi, un jeune de 22 ans, je peux représenter une menace pour ça. Qu'est-ce que vous savez de l'enquête? Parce qu'il y a énormément de communication, on a entendu toutes les autorités du pays en parler. Est-ce que vous êtes en contact avec les policiers? Qu'est-ce qu'ils vous disent sur les auteurs? Bien sûr, je suis en contact avec les policiers, avec les autorités à Marseille, et j'ai vu que les choses étaient prises au sérieux. Aujourd'hui, tardivement, parce que mon frère est mort et il ne reviendra pas, mais les choses sont prises au sérieux. Et donc oui, moi j'espère que l'enquête va aller au bout, et on doit arrêter ces gens, parce que c'est pas juste Mehdi qu'on a touché, c'est pas juste moi qu'on a déstabilisé, c'est pas juste moi qu'on vient de mettre à terre. C'est toute la France, c'est la République qui a été testée
c'est l'état de droit qui est remis en question, c'est la force de la France qui est frappée. Et donc aujourd'hui, puisqu'on a failli, puisque tout le monde a failli à la protection de Mehdi, on se doit de ramener les personnes qui lui ont fait ça. Et moi, hier, à l'enterrement de mon petit frère, c'est ce que je lui ai promis. Et je le ferai, je ramènerai les personnes qui ont fait ça à mon petit frère. Qu'est-ce que vous voulez qu'on sache justement de Mehdi, votre petit frère? Qu'on retienne de lui? Ce que je veux qu'on retienne de lui, c'est que c'était un jeune qui était plutôt réservé, plutôt tranquille, quelqu'un qui riait, qui aimait la vie, quelqu'un qui n'avait pas souhaité, n'avait pas décidé de s'engager après la mort de Brahim, mais qui avait décidé d'aimer son grand frère, de m'aimer moi, de me soutenir, d'être là pour moi, de faire des choses. C'est celui qui, je pense, a beaucoup pris de responsabilités depuis la mort de mon frère aîné Brahim, puisque mon frère aîné Brahim nous a laissé une petite fille derrière lui. Et Mehdi, c'était celui qui la sortait. Mardi 11, c'était un jour férié, et il avait, donc 2 jours avant son assassinat, il avait emmené ma nièce, Lona, il l'avait emmené dans une ferme pédagogique, il lui a fait faire du poney, il l'a emmené s'amuser avec des animaux. C'était la fille de votre grand frère, lui-même assassiné. Tout à fait. Et Mehdi, il s'occupait de cette fille comme si c'était sa fille. Et aujourd'hui, du coup, elle est quelque part doublement orpheline. Cette petite, on fait que lui arracher des gens. Depuis qu'elle est née, elle n'a que 6 ans. Et la vie est en train de la malmener, la vie est en train de la torturer, cette petite. La mort, elle vient la narguer, cette petite. Elle vient la narguer. Qu'est-ce que vous lui avez dit hier à l'enterrement? À mon frère? Cette petite. Cette petite, pas encore. J'arrive pas. D'accord. Vous écrivez, vous lui rendez hommage à votre frère Mehdi, on se chamaillait, on s'aimait beaucoup, mais on est très différents. Lui, c'est les réseaux sociaux et les potes. Moi, c'est les livres, l'associative, la politique. Quand je parle, il se moque. Vas-y, me fais pas honte devant mes collègues. On avait l'impression, vous parliez de votre poids tout à l'heure, que vous veniez beaucoup entre frangins. C'est mon meilleur ami, Mehdi, c'est mon petit frère, c'est celui qui me connaît, c'est celui avec qui je ris, c'est depuis la mort de Brahim, c'est celui avec qui je m'étais promis de faire un tas de choses, d'avoir des rêves en commun, et ils me l'ont arraché. Il avait, c'est très important de le dire, un casier judiciaire vierge. Il n'était en aucune façon connu ni des services de justice et de police. Et d'ailleurs, il voulait devenir policier. Tout à fait. C'était son rêve, son ambition. J'étais inscrit comme une de vos sœurs d'ailleurs, qui a été policière et dans l'armée. Tout à fait, ma grande sœur qui était dans l'armée. Mon petit frère Mehdi, il était inscrit à la session du mois prochain pour devenir gardien de la paix. Donc d'ailleurs, moi je demande à ce qu'on reconnaisse ce petit ange comme un gardien de la paix. À titre posthume, vous faites la demande aujourd'hui au gouvernement? Oui, que mon frère soit gardien de la paix. J'aimerais revenir sur quelque chose qui transparaît de vous. On sent, vous écrivez dans Le Monde, il n'était coupable que d'être de mon frère. C'est la deuxième phrase que vous m'avez dite. Quelle part de vous se sent coupable? Est-ce qu'il y a quand même aussi une part de vous, je l'espère, qui sait que vous n'y êtes absolument pour rien? Non, on ne peut pas me dire que je suis pour rien. Je sais que tout le monde essaie de me rassurer, que tout le monde veut me conforter. Mais non. Ces gens, ils me cherchaient à moi. Et moi, j'étais protégé et pas mon petit frère. Pourquoi c'est si important la marche blanche le samedi? C'est important parce que Mehdi, il avait marché avec moi en février 2021, après l'assassinat de mon premier frère. Et je me souviens que il avait crié justice pour Brahim. C'est pas quelqu'un qui s'intéresse à la politique, c'est pas quelqu'un qui s'intéresse à l'associatif. Il était avec vous sur les images, c'est ça? Tout à fait. Il y avait votre maman et il était à côté, je crois, sur Juste les à côté. C'est ça, ouais. Juste à côté. Et donc, ne pas marcher pour mon frère, ne pas m'exprimer aujourd'hui, même si je m'exprimerai qu'aujourd'hui, j'ai besoin de faire mon deuil, j'ai besoin de comprendre ce qui s'est passé, j'ai besoin de digérer tout ça. Et merci encore d'être là. J'aimerais qu'on revienne aussi sur la mort de votre grand frère, Brahim, qui lui, vous l'écrivez en long, en large, et dans des détails, et avec un recul et une force, et un sens de la formule qui force mon admiration, que Brahim, lui, contrairement à votre autre frère, lui était un dealer. Il est mort dans une guerre de territoire, c'était il y a 5 ans, le 29 décembre 2020, à 4h45. Il a été retrouvé calciné dans une voiture. Est-ce que vous pouvez nous parler de lui? Vous aviez une relation complexe, et comment il était tombé dans le trafic? Brahim, j'avais la relation que Mehdi avait avec moi. Celle de l'admiration, parce que c'était mon grand frère, il avait que quelques années de plus que moi, 4-5 ans. Et ce que Brahim me faisait à moi, je le faisais à mon petit frère. C'était cette forme de chaîne qu'on avait tous les trois. Mm-hmm. Et peu importe qui a été Brahim, moi je retiens juste une chose, c'est qu'il a été mon grand frère. Il a été celui qui m'a protégé, celui qui a empêché des plus grands à l'école de me taper dessus. Il a été celui qui m'a appris à me défendre, celui qui m'a appris à garder la tête haute. Et aujourd'hui, si
Si j'ai un peu de force pour m'exprimer, c'est surtout ma mère qui m'a demandé aujourd'hui de venir prendre la parole, Qu'est-ce que vous mais êtes avant tout Brahim, les deux? de me dire que Ils j'ai vous accompagnent prié, encore aujourd'hui. prié, en disant à Brahim, Brahim, je t'envoie Mehdi, je t'envoie notre petit frère et veille sur lui. Vous parlez de votre mère, quelle forte femme, je l'ai encore jamais rencontrée, mais alors, dans le livre justement, notamment, dès que votre frère disparaissait, elle vous mettait avec vous dans la voiture et elle sillonnait la ville à sa recherche. On a l'impression qu'elle a jamais baissé les bras, même quand votre Non, frère a basculé, elle a jamais lâché l'affaire. jamais. Jamais ma mère a baissé les yeux, jamais elle a baissé la tête, jamais elle a flambé en se disant bon ben mon fils est tombé dans la drogue, je vais l'abandonner et je m'en vais. Jamais. Jamais elle a fait ça, elle s'est battue pour ses 6 enfants de la même façon. Elle a élevé tous ses enfants de la même façon. Et il y en a qui De ont Sarah basculé. qui est caporal-chef dans l'armée de terre, de Hamza, de tout le monde. Personne n'a été élevé d'une façon particulière ou d'une façon différente. Ma mère, elle nous a tous traités de la même façon. Elle a fait les mêmes efforts pour tout le monde. Et aujourd'hui, elle a enterré un deuxième fils. Qu'est-ce qui fait que l'un a basculé et pas tous les autres, d'après vous? Bah parce que c'est des questions de personnalité, c'est des questions de une personne est une personne. Aujourd'hui, on a tendance à venir, et d'ailleurs c'est une des lettres qu'il y a dans ce livre, c'est Oui. punir les mères pour tenir les fils. Mais comment on peut Oui, venir voir ces vous êtes mamans? contre ce projet, le projet du gouvernement de Eh bien couper les sûr, allocutions mais bien pour les sûr, parents d'enfants délinquants. mais bien sûr. Euh, Comment on va venir aujourd'hui punir les derniers remparts dans ces cités? Moi, quand je vois qui était présent hier à l'hommage qu'on a rendu à mon petit frère, au repas qu'on a fait à l'association, même sous haute sécurité, j'ai reçu des messages de gens qui se disent forts, d'hommes, qui se disent virils, machos, et qui m'ont dit désolé pour ma sécurité, je ne serai pas là, etc. qui ont peur? Et moi, j'ai vu les femmes, j'ai vu les mamans qui étaient debout Les dans hommes ce ont peur et local. les femmes sont là. Ah ben moi j'ai vu que des mamans hier. J'ai vu beaucoup de mamans qui étaient dans ce local, qui faisaient à manger, qui sont allées faire des courses pour préparer le repas à toutes ces personnes, qui ont tenu debout. Et donc moi c'est vraiment à ces mamans et surtout à ma maman que je pense aujourd'hui. Et puis il y a deux scènes très fortes. On commence par la première. À un moment, votre maman appelle la police pour dire que son fils a basculé dans la délinquance. C'est elle qui appelle les policiers. Ben, c'est le cri d'alerte, c'est le cri de SOS et à ce cri personne ne répond. Personne ne dit Madame, venez, vous allez un peu vous reposer, on va vous épauler, venez Madame, on va vous accompagner, on va sortir votre fils, on va le contraindre à suivre une formation, on va faire si. Personne. Personne. Et de se dire que des mamans aujourd'hui, et j'en connais pléthore, qui disent ben moi je préfère que mon fils il soit en prison parce que je sais qu'il est entre quatre murs, je sais qu'il est surveillé, je sais qu'il va pas lui-même aller commettre une bêtise, mais je sais surtout que mon fils ne va pas se faire tuer. Il y a une autre scène extrêmement forte dans le chapitre C'est beau une mère la nuit. Elle vous amène avec vous dans sa voiture. Votre frère a encore disparu. Il est en train de dealer au pied d'une cité. Racontez-nous la suite. Et le chef des dealers qui arrive. Racontez-nous la suite. Effectivement, il y a un homme très grand qui arrive et qui s'ancre face à elle, qui lui explique qu'elle n'a rien à faire ici, qui lui explique qu'elle doit repartir, que ça sert à rien de revenir chercher Brahim. Et ma mère face à lui, déterminée, elle s'ancre bien au sol, elle le regarde la tête haute, et ça c'est ma mère. La dignité, la tête haute, c'est toujours elle. Et elle le regarde droit dans les yeux en lui disant eh ben attends, et elle prend son téléphone, et donc lui comprenant ce qu'elle allait faire, Appelez la police. appeler la police tout à fait, pour leur dire venez m'aider à sortir mon fils de là. Et lui l'a menacé avec une arme, et malgré ça, elle n'a pas flanché, elle s'est pas reculée. Et on a récupéré mon frère et ce soir-là, on est rentrés tous ensemble. Et vous confiez qu'à ce moment-là, vous avez un petit moment de panique. Et je peux le dire parce que c'est dans votre livre, vous vous urinez dessus tellement vous avez peur, mais votre mère, elle bouge pas face à un gun, quoi. Tout à fait. Vous racontez aussi la façon dont la presse, pas toute la presse, mais certains, et les habitants parlent du crime de votre frère, et notamment vous citez le journal La Provence de Marseille, ce mot qui vous a beaucoup choqué. Nouveau barbecue à Marseille, 2 jeunes retrouvés calcinés. Vous écrivez, ce sont les mots qu'ils utilisent, les mots des journaux, pour parler de nous, pour parler de nos morts. Tout à fait. Mais même le terme de règlement de compte, c'est pas un terme qu'on utilise. Pourquoi? Moi, quand le président m'a appelé il y a quelques jours et il m'a dit que depuis, plusieurs personnes n'utilisaient plus le terme de règlement de compte. D'ailleurs, l'ancien préfet, Laurent Carrier, etc. Parce que régler un compte, c'est aller jeter une facture, c'est aller régler quelque chose, régler un problème, mais on règle pas le compte des gens. On règle jamais le compte des gens en brûlant des personnes, en tuant un jeune innocent à un rond-point à 1 minute de chez lui. C'est pas ça, régler un compte. Et donc, le fait de déshumaniser, ça vient ajouter une forme de culpabilité aux familles de victimes. Ça vient leur dire que finalement, si leur enfant est décédé, que si leur enfant est mort, c'est parce qu'il le méritait. Et personne ne mérite de mourir comme ça. Si on a
a aboli la peine de mort, c'est aussi pour que les hommes, pour que les gens ne fassent pas justice eux-mêmes. Et donc pour ça, il existe la justice. Donc peut-être que mon frère aîné Brahim devait comparaître devant la justice, devait répondre de ses actes, mais jamais il devait mourir brûlé dans une voiture. Vous parlez de l'appel du président de la République, on va y venir dans quelques minutes, mais j'aimerais qu'on suive le fil de votre jeune vie, parce qu'en 22 ans, vous avez fait beaucoup de choses. Et quand Brahim décède, que moi je n'utiliserai certainement pas le mot barbecue, donc à l'arrière de cette voiture qui meurt calcinée, vous vous engagez. Là, vous étiez déjà engagé avant, vous avez fait plein de choses, etc. Mais vous vous engagez totalement et vous organisez une première marche blanche le 28 février 2021, puis une deuxième avec les maires. Quel impact a eu ce décès? En quoi ça a changé la donne intimement en vous? J'ai été marqué au fer une première fois, j'ai été responsabilisé aussi, et pour Brahim, je me suis dit qu'il était impossible pour moi de continuer ma vie et de faire comme si de rien n'était, de faire mon deuil, de dire bon ben merci, au revoir tout le monde, plus d'engagement, plus de paroles, plus de combats, et chacun rentre chez soi. Au contraire, je me suis dit maintenant, lorsque moi je vais aller voir une mère qui perd un enfant et que je vais lui dire madame, je comprends ce que vous vivez, je comprends ce qui vous arrive, c'est quelque chose que j'aurais vécu. Moi, voir ma mère tomber une première fois, je l'ai vu. Et aujourd'hui, je vois ma mère tomber une deuxième fois. Vous choisissez le combat. Est-ce que toute votre famille vous soutient à ce moment-là? Comment ça se passe entre vos frères, vos parents? Ben, c'est toujours compliqué quand on s'engage, parce que y a cette crainte de où ça peut nous mener, et je me dis aujourd'hui qu'ils avaient raison. Pourquoi vous dites ça? Ben, mon petit frère est mort pour rien aujourd'hui. Vous considérez qu'il est mort pour rien? Il est mort pour rien, Mehdi. Il est mort parce que je me suis engagé, et ça, c'est pas une raison valable pour tuer quelqu'un. Vous le regrettez? Vous avez envie de tout arrêter là? Aujourd'hui, la seule chose dont j'ai envie, c'est retrouver les personnes qui ont fait ça, et de pouvoir faire le deuil, de pouvoir demander à mon frère de m'excuser, de pouvoir être aux côtés de ma maman et d'apaiser la douleur qu'est la sienne. Elle vous dit quoi, votre maman, sur votre culpabilité, justement? Bah, une mère, c'est pas là pour accabler encore plus son enfant, au contraire, et surtout, vu la personnalité de la mienne, c'est de retirer quelque chose. Donc bien sûr qu'elle me dit que je suis pas responsable, mais comme tout le monde. Et c'est elle aujourd'hui qui m'a poussé à venir, à prendre ce train, à venir jusqu'ici, à prendre la parole. Et si je le fais, vraiment, c'est pour elle, pour lui montrer que Mehdi est mort pour rien. Et ça, il faut le rappeler. Mehdi est mort pour rien. Mais que ce n'est pas parce qu'il est mort pour rien que nous, on fera rien. Il y a un passage très émouvant dans votre livre, un autre, il y en a vraiment beaucoup. Vous vous adressez à Brahim et vous écrivez: quand tu es parti, Mehdi n'a pas compris pourquoi je me suis acharné à porter ta mémoire, Brahim. Je crois qu'il m'en voulait presque de remuer tout ça, de choisir le bruit plutôt que le silence. Mehdi m'a même lancé un jour: tu fais de la politique sur sa mort, ça m'a beaucoup blessé. Des mots comme ça vous cassent en deux, c'est plus violent qu'un coup de poing dans le ventre. Et en même temps, c'est pour eux que vous faites ça, non? Bien sûr que c'est pour mon frère que je faisais ça. Bien sûr. Donc il y a une forme de dichotomie entre vous, d'un côté vous en voulez, en même temps vous savez qu'il faut se battre, c'est ça? Se battre, c'est ce qu'on a, nous. C'est tout ce qui nous reste aux familles des quartiers. Mais à quel prix? C'est ça la véritable question. Jusqu'à quand on peut accepter de se battre? Quel homme aujourd'hui, quelle femme aujourd'hui peut accepter de perdre 2 membres de sa famille et de se lever le lendemain, de dire je vais continuer le combat? Pourquoi d'après vous, votre mère vous encourage autant et vous demande de parler aujourd'hui? Parce que pour elle, et j'en suis certain, personne ne mérite de mourir comme ça. Pour elle, et je suis certain, de se dire que ses 2 enfants, elle les reverra plus, en tout cas pas ici, de se dire qu'elle est encore une nouvelle fois brisée, encore une nouvelle fois anéantie, que finalement la parole c'est ce qui nous reste. La parole c'est ce qui nous reste, et pour rendre mémoire à mes frères, pour rendre mémoire à nos morts, la parole c'est ce qu'on a. Et votre frère était à la fois une victime et en même temps, parce que les choses sont complexes, c'est ce qu'on voit en vous lisant, vous écrivez que vous lui en voulez. Et vous écrivez: on a des comptes à régler, Brahim. Quel compte? C'était aussi pour nuancer ce propos de règlement de compte. Ouais. Quand on dit à quelqu'un on a un compte à régler, c'est ça. D'accord. C'est de se dire les choses, c'est de comprendre aussi. Moi, c'est ça. C'est juste de ne pas comprendre que j'en veux à mon frère. J'en veux pas à mon frère d'être qui il est. J'en veux pas à mon frère d'être mort. C'est pas lui qui l'a choisi. S'il pouvait choisir, je pense qu'il aurait choisi d'être aux côtés de sa fille. Là, vous écriviez: on a des comptes à régler parce que tu charbonnais, parce que tu étais dans les réseaux, parce que tu étais dans le deal. Appelle ça comme tu veux, mon frère. Choisis les mots pour désigner la saloperie qui t'a arraché à nous. Notre mère a désormais un trou dans le cœur. Donc vous en voulez à votre frère aussi d'avoir fait du mal à votre maman. J'en veux à la saloperie qui lui a fait ça. À la drogue, vous en voulez à la drogue? Tout à fait. J'en veux à ce fléau qui vient chercher nos enfants. Des Brahim, il y en a pléthore, et il y en a eu combien depuis lui? Combien de morts depuis 53 en 2020? 2023.
Rien qu'en 2023, plus de 50 morts. Mm. Donc aujourd'hui, on ne peut pas se contenter de dire oui, mais il a été dans la drogue. Et en fait, ce fléau, ce phénomène, et moi, c'est là, aujourd'hui, que je veux qu'on attire l'attention, c'est de dire qu'il y a des gens au sommet de tout ça, qu'il y a des gens qui vivent très loin et qui vivent très bien de l'argent de la drogue. Et c'est ces gens-là, aujourd'hui, qui sèment le trouble. C'est ces gens-là qui commanditent les meurtres. C'est ces gens-là qui envoient les milliers d'euros pour venir assassiner nos petits jeunes, qui, aussitôt assassinés, sont remplacés par d'autres. Avant de passer à votre famille, j'ai une dernière question sur Brahim. Tout trafiquant qu'il était, il n'avait pas du tout envie que vous suiviez son chemin. Et racontez notamment la scène de la moto. Racontez-moi comment il voulait surtout pas que vous fassiez les mêmes bêtises que lui. Bien sûr, mon frère m'encourageait à l'école. Il est venu plusieurs fois me chercher, me récupérer, m'y accompagner. Mon petit frère Mehdi et moi, puisqu'on n'était pas dans l'école de notre quartier. Et Brahim m'avait surpris une fois sur une moto, sans casque, avec deux amis qui m'accompagnaient du métro de mon quartier à notre bâtiment, qui est vraiment à 4 minutes en moto. Mhm. Et il s'est énervé parce qu'il voulait pas que je sois à moto, parce qu'il voulait pas que je sois avec des gens sans casque, il voulait pas finalement cette image de son petit frère. Votre famille, on a envie de faire connaissance avec elle. Vous êtes l'avant-dernier donc de 6 enfants. On a beaucoup parlé de votre maman. Votre père est d'Oran, il est garagiste. On comprend qu'il est taiseux, un peu distant. En même temps, il est là. Vous avez donc une sœur, Sarah, qui a été policière puis soldate. L'aîné, c'est Hamza, directeur d'un centre de contrôle technique. Vous m'arrêtez si je dis des bêtises ou si ça a changé depuis votre livre. Zora, qui était prothésiste ongulaire puis boulangère, qui a fait plein de boulot. Et votre mère qui vous répète, vos frères et vos sœurs sont vos meilleurs amis. Quand l'un tombe, les autres se baissent pour le relever. Vous avez été élevés dans la solidarité d'une fratrie. Oui, oui, parce que vous le dites bien, ma mère, c'est ce qu'elle a comme conception de la famille. Et pour nous, la famille, c'est quelque chose de sacré. Et donc, la phrase que ma mère nous a tout le temps répétée, c'est ça. C'est quand l'un d'entre vous tombe, les autres se baissent pour le relever. Est-ce que vous avez peur pour eux? Est-ce qu'ils sont tous protégés au moment où on se parle? Au moment où on se parle, oui, tout le monde est protégé. Et puis, je l'espère assez en termes de moyens. J'espère qu'il y aura assez de personnes pour tous nous protéger. Vous en doutez? Vous avez des inquiétudes là-dessus? Mon petit frère vient de mourir, donc bien sûr que je suis inquiet, bien sûr que je suis pas certain de comment les choses vont se passer. Et si je pouvais changer le cours de l'histoire, bien sûr que j'aurais fait que les choses se passent autrement. Ma question, c'était que manifestement, le président de la République, le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur ont tous dit que votre famille serait protégée. Normalement, Ouais, l'État va mettre le paquet pour les protéger. bien sûr, Vous, et je est-ce que l'espère. vous doutez des moyens qui Je seront mis à l'espère. disposition? Non, j'en doute pas, je les ai vus arriver ces moyens-là. D'accord. Mais l'histoire nous dira combien de temps vont durer ces choses. Vous avez peur que ça ne dure pas assez longtemps? Combien de temps on va mettre à arrêter ces personnes. C'est ça la vraie sécurité de ma famille. C'est d'arrêter les auteurs de ces faits. C'est de permettre à ce que plus aucune famille n'ait peur. C'est de permettre à ce que plus aucune maman ne se dise mon enfant est mort pour rien. C'est de faire en sorte que des gens qui prennent la parole ne se disent pas en regardant leurs mains j'ai le sang de mon frère sur les mains. Est-ce que vous pensez qu'ils auraient dû être protégés avant? Est-ce que vous l'aviez demandé? Oui, À oui, qui? j'ai demandé. À qui vous l'aviez demandé? J'ai interrogé tout le monde. Lorsqu'on m'a contacté la première fois, j'ai demandé est-ce qu'il n'est pas nécessaire que je fasse partir ma famille, est-ce qu'il n'est pas nécessaire que ma mère soit mise sous protection. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la première chose que j'ai demandé, c'est la protection de ma mère, avant même la mienne. C'est de dire protéger ma maman dans un premier temps. Et de fait, mon petit frère aurait été protégé. Il vivait chez ma mère, il était avec ma mère. Et donc si ma mère était sous protection, mon frère l'aurait été aussi. Comment ils vont aujourd'hui tous? Tout le monde est anéanti, tout le monde est brisé, et tout le monde essaye de me réconforter, de m'expliquer que les choses ne sont pas de mon fait, mais c'est un nouveau drame, un nouveau deuil, et cette fois je sais pas comment faire pour les relever de ça. La première fois j'ai su porter tout le monde, j'ai su faire en sorte que, avec ma mère, qu'on maintienne ce lien, qu'on se dise que la mort de Brahim n'était pas une mort vaine, qu'elle ne devait pas servir à rien, qu'on devait se mobiliser. Mes frères et sœurs m'ont prêté main forte dans l'association, etc. Mais aujourd'hui, je sais pas. Je sais plus comment faire. C'est quoi la narcocratie? La narcocratie, c'est tout ça, en fait. C'est ce fléau qui fait que... aujourd'hui, la Cour des comptes lance une alerte en disant attention pour les élections municipales, il pourrait et il est probablement, fortement probable que
Les narcotrafiquants viennent corrompre les candidats aux élections municipales, viennent financer des candidatures, viennent demander des choses aux politiques. C'est ça la narcocratie. Je précise que donc vous avez été candidat aux élections sous l'étiquette écologiste, et donc à la fois aux élections européennes et aux élections législatives où vous avez perdu de 800 voix face au Rassemblement national. Est-ce qu'à l'époque, les narcotrafiquants tentaient déjà de vous menacer, ou est-ce que vous avez Jamais. senti... Jamais. Vous n'avez pas Jamais. subi ça en campagne, mais vous avez peur que ça arrive là pour les municipales de mars? C'est pas moi qui le dis, Oui, c'est bien la sûr, Cour non, des on comptes l'entend. qui Bien lance sûr, oui, une non, bien alerte. sûr, bien sûr. Il y a depuis... Et parce que des choses se sont passées depuis les européennes, des choses se sont passées depuis les dernières législatives. Et donc la narcocratie, c'est ça, c'est de se dire que ce tel degré de corruption, cette telle emprise du narcotrafic sur la société, c'est eux qui font le beau temps, la pluie, le soleil dans les cités, c'est eux qui viennent payer les piscines, c'est eux qui aussi sont les premiers Vous employeurs. l'avez vu ça, de vos yeux? Bien sûr. Racontez-nous, parce que nous, on est à Paris, tranquille, on n'imagine pas bien, je Ah crois, bah, ce qui à passe à Marseille. Cavaillon, cité Dr Reim, il y a 2 étés, l'association Conscience est présente à Votre Cavaillon. association. Tout à fait, puisqu'on est présent dans plusieurs villes de France. Et à Cavaillon, des piscines ont été installées dans cette cité, la cité Dr Reim, et donc les habitants pouvaient profiter de cette piscine offerte par le trafic de drogue. Et bien sûr que des mamans se sont levées contre, bien sûr que nous on a protesté, mais finalement, à force d'être la seule voix Parce que qui l'État ne se le fait lève, pas. bah, C'est en ce bien sens que sûr. c'est une contre-société que La l'État nature se a permet. horreur du vide, c'est pas une formule que j'invente. Et donc partout là où la place est laissée, partout là où un abondant est constaté, les choses s'organisent par elles-mêmes. Et vous avez une phrase terrible: rien ne change à part les saisons et le prénom des victimes. Qu'est-ce qu'il faut faire qui n'a pas déjà été fait? Bah tout. Alors vous exagérez, quand même, le président a annoncé depuis bientôt une décennie qu'il est au pouvoir, il y a eu des plans XXL, il y a eu de l'argent, il y a eu des policiers. Oui. On ne peut pas dire que rien n'a été fait. Non, mais Mehdi est mort. C'est vrai. Mehdi est mort. Donc les choses ont mal été faites. Et Qu'est-ce donc qu'il faut aujourd'hui, il faut une véritable révolution sociale dans les quartiers. Il faut faire en sorte que plus jamais dans aucune cité, plus jamais dans aucune zone rurale, plus jamais il y ait des endroits où il n'y a pas de service public, il y ait des endroits où il n'y a pas assez de transport pour emmener les jeunes étudier ailleurs, il y ait des endroits où il n'y a pas assez de transport pour que les jeunes aillent travailler. Il faut plus jamais qu'il y ait des endroits où, parce qu'on n'a pas le bon nom, parce qu'on n'a pas la bonne adresse surtout, on ne pourrait pas accéder à des offres d'emploi. Et donc, cette révolution sociale, elle s'organise. Et cette révolution sociale, elle ne peut se faire que si aujourd'hui on combat de face le narcotrafic. Et comment on combat de face le narcotrafic? On mène une véritable guerre internationale aux trafiquants de drogue, mais au porte-monnaie. Il faut qu'on aille bloquer leur avoir, qu'on aille bloquer leur argent, qu'on travaille sur la confiscation des biens. Notamment à Dubaï, ce que vous disiez. Mais bien sûr, à Dubaï, en Thaïlande, ces gens, ils vivent très bien de l'argent de la drogue. Ces gens, aujourd'hui, ils font la pluie et le mauvais temps. Ces gens, aujourd'hui, c'est ceux qui font en sorte que des centaines de gens en France travaillent dans cette pyramide du narcotrafic. Vous parlez de la prévention et du sais que c'est important, mais est-ce qu'il faut plus de policiers? Je pense notamment à une phrase de Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur, parce que le président de la République a convoqué une réunion hier à l'Élysée suite au second drame qui vous touche. Et il a notamment dit qu'il analysait le drame qui vous touche comme une riposte, parce qu'il y avait de plus en plus de policiers qui luttaient contre le narcotrafic. Est-ce qu'il faut plus de policiers pour vous? Moi, depuis que je me suis engagé, je milite pour le retour de la police de proximité et j'estime qu'on doit réouvrir les commissariats qui existaient dans les quartiers. J'estime que Nicolas Sarkozy a une grande responsabilité dans tout ça lorsque... C'était Lionel Jospin, je crois, qui les avait lancés, si je ne dis pas de bêtises. Et Nicolas Sarkozy qui les a retirés en disant les policiers ne sont pas des animateurs de quartier. Et donc moi je regrette qu'à Frévalon, dans ma cité, au bâtiment N, il y avait un poste de police de proximité, qui a disparu. Je regrette que dans les autres cités de France, dans les autres villes et zones rurales de France, ces commissariats aient été supprimés. Donc aujourd'hui, ce dont on a besoin, c'est d'avoir un véritable plan de cette révolution sociale, mais c'est surtout de ne plus compter que sur les associations, de ne plus balancer 2000 € de subventions aux associations et de leur dire débrouillez-vous, portez les choses, sauvez les quartiers. En fait, on a besoin du retour de la police de proximité, on a besoin de vraies politiques sociales et de services publics, et puis surtout et principalement, on a besoin de réfléchir sur la question de la drogue. J'aimerais vous interroger sur une phrase de votre livre justement là-dessus qui fait écho à ce qu'a dit le président. Vous écrivez: un dealer en survêt Lacoste, c'est ce qu'ils veulent faire de nous, un mec servant les bobos qui ne viennent dans nos quartiers que pour chercher de quoi pimenter leur vie. Justement, aujourd'hui, le président Macron a dit en Conseil des ministres que ce sont parfois, je le cite, le président, parfois les bourgeois des centres-villes qui financent les narcotrafiquants. On ne peut pas déplorer d'un côté les morts et de l'autre continuer à consommer le soir en rentrant du travail. Vous partagez ce constat? Bien sûr.
Bien sûr que tous ces gens sont responsables finalement de ce système, alimentent ce système, que tous les gens d'ailleurs, et pas uniquement les consommateurs, mais celles et ceux qui regardent les séries Netflix sur les Alors, on va venir narcotrafics. sur les séries Netflix, mais vous pensez que ceux qui achètent une barrette de shit ou de la cocaïne ont du sang sur les mains? Moi, je pense qu'il y a des gens aujourd'hui dans ce pays qui sont malades, qu'il y a des gens qui ont besoin d'être accompagnés, qu'il y a des gens qui sont addicts, qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à passer une soirée sans taper un rail de coke, qui n'arrivent pas à s'amuser sans fumer un joint de cannabis. Je pense qu'il y a une société aujourd'hui qui est sous dépendance. Et ils ont du Et sang sur les mains, c'est tous ces gens-là? bah, ces gens-là, je ne sais pas si on peut dire qu'ils ont du sang sur les mains. Moi, Trop c'est fort. pas eux qui ont appuyé Ok. sur la gâchette de mon petit frère. Ok. Mais en tout cas, ces gens-là, ils ont participé au système du narcotrafic. Et ça, on peut le dire. Et c'est pas un secret. Aujourd'hui, quand on donne de l'argent aux narcotrafiquants, on donne de l'argent à ce système. Mais aujourd'hui, aucune alternative existe pour ces personnes qui sont malades, qui doivent être accompagnées. Et donc, pour qu'on condamne ces personnes, pour que moi je tienne ce discours de sanction, il faut qu'on leur crée une alternative. Il faut que ces gens puissent être accompagnés, puissent être soignés, que ces gens puissent acheter leur cannabis légalement. Et si ces gens continuent à aller acheter dans les cités, continuent malgré le fait qu'il y ait des endroits où ils peuvent se procurer le cannabis sans, bien évidemment, avec les taux de THC contrôlés, etc., eh ben, ces gens-là, oui, on pourra les condamner. Oui, moi, je leur regarderai en face et je leur dirai, vous avez la mort de mes deux frères sur la conscience. Quand on lit votre livre, on perçoit un très fort sentiment d'abandon et de déconsidération. Vous écrivez: quand un petit de chez nous meurt, il n'a pas droit à la même considération qu'un autre mort, même quand c'est une victime collatérale. On dirait que pour nous, les balles perdues n'existent pas. Que voulez-vous dire par là? Ce que je veux dire par là, c'est que tout le monde, avant de s'exprimer sur la mort de mon frère, a supposé des choses. Oui, mais peut-être que toute la famille qui est s'assit est dans la drogue, peut-être Vous parlez de Brahim ou de Mehdi? de Mehdi. De Mehdi, d'accord. De Mehdi. Et c'est l'illustration parfaite. Parce que bon, Vous avez Brahim, senti au moment d'apprendre sa mort que les gens pensaient que forcément il touchait bah, la bien drogue? sûr, D'accord. bien sûr. Et la piste de cet assassinat d'avertissement, comme ils l'ont appelé, elle était éloignée pour tout le monde. Tout le monde l'a vu comme une troisième, une quatrième, une cinquième, une sixième option. Mais plein d'autres options étaient venues avant celle-ci. Et maintenant qu'on sait que c'est le cas, tout le monde se met à être triste. Enfin, en fait, non. La vie de personnes, qu'ils aient un casier judiciaire ou pas, c'est une vie précieuse. Et ces personnes-là, elles ont des familles. Ces gens-là, ils sont qui ils sont. Et derrière, ils ont des enfants. Derrière, ils ont des frères. Derrière, ils ont des sœurs. Et donc, ces gens-là ne méritent pas de mourir. Personne ne mérite de mourir dans ces conditions. Et donc, bien sûr qu'aujourd'hui, on a des traitements différents. On parle de nos morts de façon différente. Et ça, c'est pas normal. Pourquoi vous détestez la série Narcos sur Netflix? Parce que cette série, elle vend du rêve aux plus jeunes. Et finalement, cette série, elle traduit nos vies. Quand on voit des gens qui se font tuer pour rien dans Narcos, quand on voit des narcotrafiquants qui, dans des séries de films, qui tuent leur bras droit parce qu'il leur a mal ouvert la porte, mal roulé leur joint, mal apporté, mal servi, ils se font tuer et ça déshumanise les gens. Ça retire de la valeur de ces personnes, ça retire de la valeur que nous, habitants, on a dans ces quartiers. Et finalement, ça crée un fantasme, ça crée une forme de vie virtuelle qui n'existe pas. Qu'est-ce que vous a dit le président de la République? Parce qu'il vous a appelé. Qu'est-ce que Tout à vous fait. acceptez de nous dire? Parce que vous pouvez nous dire, ça ne regarde pas, ça peut être privé. Mais ça m'intéresse de savoir politiquement ce qu'il vous a dit. Est-ce que vous pouvez nous Non, raconter? je pense qu'il n'y a pas de message politique et moi aujourd'hui je suis pas là pour faire de la politique. Ah si, vous en faites. Bien sûr. En étant pour l'égalisation du Ouais, cannabis, bien sûr, en ayant ce bien témoignage, sûr, vous faites de la politique au sens noble et général. tout à fait. À travers le livre que j'ai écrit, Ouais. à travers les Je combats remonte. que j'ai pu mener jusqu'à présent. Mais aujourd'hui, moi je suis pas là pour mener de combat. Hmm. Je suis là pour demander une seule chose, c'est la justice pour mon petit frère Mehdi. Le président de la République, quand il m'a appelé, d'ailleurs comme le maire de Marseille, comme un tas d'autres personnes, c'était aussi pour me présenter leurs condoléances, c'était aussi pour m'apporter leur soutien, pour me témoigner leur soutien, et surtout parce que ce drame, comme ils le disent tous, marque un tournant, parce que ce drame Qu'est-ce marque qui vous a une dit, le faille, président? marque une faille Quels étaient dans le ces mots? système Est-ce de que vous- protection, et surtout que ce drame n'est pas que celui de ma famille. Finalement, à travers ce meurtre, à travers cet assassinat injuste, on a touché la France et on a touché la République. Excusez-moi de vous avoir coupé tout à l'heure. Y a pas de souci. Ça m'intéresse de savoir ce qu'il vous a dit sur deux plans. D'abord, est-ce que vous vous êtes senti mieux après l'appel du chef de l'État qui vous a fait part de la solidarité de la nation? Et est-ce que sa réponse politique vous a satisfait? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Moi, je suis aujourd'hui satisfait de rien du tout et d'aucune réponse. Je serai satisfait le jour où on arrêtera les meurtriers de mon petit frère.
Et puis ce que le président de la République m'a dit ou pas, c'est, vous savez, dans le deuil, quand on crie, enfin, moi, il y a un mot sur deux que je comprends actuellement. Et aujourd'hui, j'ai la force de venir, d'être là, etc. Mais hier était un autre jour. Hier, je mettais mon frère sous terre. Bien sûr. Et donc, ce fait, enfin, que le président de la République m'avait appelé ou pas d'ailleurs, la question n'était pas là. La question, elle est quels moyens on va mettre dans le cadre de cette enquête et quand est-ce qu'on va arrêter ces gens. Il y a une double question dans ma question. Il y a à la fois le soutien, non pas d'un homme, mais de ce qu'il représente, à savoir les Français, et ce grand mouvement de solidarité. Donc hier, vous étiez à l'enterrement de votre frère sous très très haute sécurité. Est-ce que il vous est parvenu ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, ce qu'on va regarder maintenant? J'ai dit vous étiez écologiste, candidat écologiste. Il y a Cyril Châtelain, qui est coprésidente du groupe écologiste à l'Assemblée, qui a fait lever tous les députés de la nation pour vous rendre hommage. Je tiens à rendre hommage à Mehdi et à dire tout mon soutien à sa famille, à son grand frère Amine, que nous connaissons bien, à ses parents, à ses frères, à ses sœurs, à ses nièces et à tous ceux qui pleurent la vie d'un jeune homme qui manquera tant à Marseille. Et je veux dire au grand frère de Mehdi, Amine, ton combat pour la mémoire des victimes du narcobanditisme, pour leurs familles, pour les habitants des quartiers populaires, fait l'honneur de la France. Amine, tu te lèves et nous nous levons avec toi pour tous ces quartiers populaires victimes de la double peine, l'emprise toujours plus forte des narcotrafiquants et l'abandon coupable de l'État. Cet abandon doit cesser. Des moyens doivent être débloqués. Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre, de voir ça, de voir les députés qui se lèvent pour vous, le message politique, le fait qu'elle vous apostrophe? Bah, bien sûr que c'est réconfortant, bien sûr que je me sens moins seul dans ce combat, moins seul dans cette lutte. Et maintenant, ce que je leur dis, c'est porter, faites, votez des lois, présentez des choses contre le narcotrafic, présentez des lois en faveur de l'accompagnement des familles de victimes. Faites en sorte aujourd'hui que soit inscrit dans la loi la charte du relogement des familles de victimes. Allez-y, c'est quoi ça? Développons ça très concrètement. Aujourd'hui, ce qu'on demandait jusqu'à présent avec l'association Conscience, c'est de dire que chaque maman qui perd un enfant doit être relogée par les services de l'État. C'est ça. Ce qui n'est pas le cas actuellement. Non. Enfin, c'est disparate, il n'y a pas de guichet unique. Non. Il y a quelques États, Bien sûr. regardez, ça dépend des régions, des départements. Tout à fait. Il n'y a pas de plan national. Non. Si Et vous demandez aujourd'hui, on a ça. besoin que ça soit marqué dans le marbre, que ça soit écrit. Aujourd'hui, on a besoin de se dire que quand une maman, elle perd un enfant, elle n'est pas à penser à ça. Elle n'est pas à penser au fait de devoir faire son deuil. Elle n'est pas à passer tous les matins sur le lieu du meurtre de son enfant. Est-ce que vous êtes satisfait du nombre de messages que vous avez reçus? J'imagine que vous avez été totalement sous l'eau, vous avez le temps de les lire. Qu'est-ce que ça vous a fait? J'ai lu certains des messages, des gens qui me sont très proches, très familiers, mais aujourd'hui, j'arrive pas à tenir mon téléphone, j'arrive pas à lire des messages jusqu'au bout. Le nombre de messages aussi est touchant. Pourquoi vous n'arrivez pas à les lire? Parce que je comprends pas ce qui se passe. Il y a encore une semaine aujourd'hui, je parlais à mon frère. Je parlais à mon frère. Mercredi dernier, j'étais encore au téléphone avec mon petit frère. Vous vouliez devenir avocat? Est-ce que c'est toujours votre plan? Franchement, je sais plus ce que je veux faire aujourd'hui. Je sais plus ce que je veux faire. Est-ce que vous vous faites aider parce que vous écrivez dans votre livre qu'après le décès de votre premier frère, vous n'arriviez pas à franchir la porte d'un psy? Est-ce que vous arrivez à demander de l'aide et à vous faire aider? C'est encore trop tôt. J'ai enterré mon frère que hier et ça, j'y arrive pas. Le mot de la fin, est-ce que vous avez quelque chose à nous dire? Et je vous remercie vraiment du fond du cœur d'avoir choisi France Info pour votre première interview. Qu'est-ce que vous voulez qu'on garde de cette petite heure qu'on a passée ensemble? Ce que je veux qu'on garde, c'est juste de comprendre aujourd'hui que on peut être ému, on peut être touché de toutes ces histoires et jamais on me rendra mon frère. Jamais, quoi qu'on fasse, Mehdi aura la vie qu'il aurait pu avoir, celle d'un policier, celle de quelqu'un qui fonde une famille, qui prend soin de sa petite nièce Luna. Et donc, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est si les gens, si les politiques, si les associations sont émues et touchées par cette histoire, levez-vous en fait, parlez, portez cette question. Et marche blanche samedi. Et marche blanche samedi, moi je donne rendez-vous à tout le monde ce samedi à 15h au rond-point où mon petit frère s'est fait assassiner. Et d'ailleurs j'en appelle à toute la classe politique, j'en appelle à toutes les institutions, à la présidente de l'Assemblée nationale, au président du Sénat, à tous les ministres, au président de la République. Venez marcher, venez montrer que la France ne va pas laisser passer ça, que la France se tient debout et que Mehdi, qui est mort pour rien, qui est mort en victime innocent, ne soit pas oublié. Amine Kessassi, Marseille, Essuie tes larmes, récit Vivre et mourir en terre de narcotrafic, c'est chez Le Bruit du Monde, une édition
maison d'édition marseillaise. Je vous remercie du fond du cœur au nom de toute la rédaction de France Info d'être venu aujourd'hui. C'était un moment très fort pour nous tous. Merci beaucoup. Je remercie aussi Alexandre Duarte et Stéphane qui nous ont mis en relation tous les deux, Agnès Varamian et Estelle Cognac avec qui j'ai préparé cet entretien, Vincent Maniel, réalisateur, et tous ceux qui ont participé à cette émission. Merci de nous avoir regardés jusqu'au bout. Merci pour vos commentaires. Merci de nous avoir regardés pour ce 3e épisode de Pour Info. À très bientôt.